Et salut à toutes, salut à tous, bienvenue sur N1, votre émission 100% NBA des équipes de The Playoff. Et oui, le Game 2 vient de se dérouler, on connaît le résultat, un partout. OKC qui égalise avec une victoire 123-107 face aux Pacers. Et pour débriefer de tout ça, j'ai deux invités exceptionnels. Alors déjà, vous avez l'habitude, c'est le rookie, celui qui nous amène les donuts tous les matins. C'est Raph. Salut Raph, comment ça va? Salut Yaya, salut à toutes, salut à tous. Ravi de vous retrouver pour débriefer ce match de playoff. C'est incroyable de pouvoir parler des finales NBA. Et oui. Dis-moi Raph, qu'est-ce qui t'arrive? Parce que dans le week-end, tu m'as envoyé aucune idée de trade pour Yanis. Parce que comme en ce moment, tu fais que ça, m'envoyer des idées de trade, parce que t'as plus que ça en fait. Je me raccroche à ce que je peux, tu vois. J'essaye d'envisager le futur de ma franchise avec un peu d'éclaircie et de ciel bleu. C'est un petit peu compliqué, mais bon, j'essaye de trouver les mots et surtout quoi faire. Là, je t'en ai envoyé vendredi, je crois. Donc, ce week-end, j'étais un petit peu en off sur, sur mon rôle de GM, mais ça va reprendre cette semaine, t'inquiète. Ok, pas de souci. Et pour débriefer avec nous, il était venu avec nous pour un conseil de classe. C'est Maxime, le rédac chef de The Playoff au niveau mondial, hein, sur tout ce qui est autour de la NBA. Salut Max, ravi de t'avoir parmi nous. Salut Yaya, salut Raph. Ravi d'être avec vous les gars, très content de venir pointer le bout de mon nez dans ce podcast. Comme tu disais, en charge donc de la partie basket effectivement pour The Playoff et donc n'hésitez pas à nous suivre sur theplayoff.news/fr, toute l'actu des sports US et spécifiquement aussi de la NBA et c'est clair qu'avec les finals qui battent leur plein, on se régale, on a plein de choses à dire donc profitez-en, on fait pas mal d'analyses, pas mal de couvertures, de previews, etc. sur tout ce qui se passe autour des finales NBA qui sont vachement excitantes cette année et dont on profite pleinement. Ouais, totalement. Allez, avant de commencer réellement dans l'analyse du match 2 et la preview du match 3, vous avez l'habitude, cette année, on fonctionne comme ça. N'hésitez pas à nous suivre sur les réseaux sociaux, n'hésitez pas à nous suivre sur les plateformes de podcast, vous avez l'habitude de nous noter, ça nous permet d'avoir un meilleur référencement et ça nous donne beaucoup de force. Et suivre également les copains, il y a First Pitch, l'émission 100% MLB, la saison bat son plein, et également tout ce qui est autour du football américain. N'hésitez pas, allez-y. Les Paris Musketeers ont gagné ce week-end, ils ont vaincu enfin le signe indien contre le Rheinfire, le champion en titre qui est tombé chez lui grâce aux vaillants Mousquetaires qui ont été renversés les Allemands chez eux. Et de quelle manière? Et également l'AD1 Elite et toutes les semaines, encore un podcast de NFL qui parle de tout ce qui se passe dans la off-season. Allez, comme je vous disais, on parle tout de suite du match. OKC 123, Indiana 107. Pour vous, les gars, qu'est-ce qu'on va retenir de ce match? Le résultat, la manière ou c'est un train qui arrive à l'heure? Allez-y. Max. Allez, je démarre. Alors, moi, ce que je retiens, c'est qu'une fois de plus, on a des leaders qui s'échappent du côté des Pacers. Alors, c'est un petit peu cruel, un petit peu difficile à dire comme ça. On se rappelle du shoot d'Haliburton au Game 1, mais globalement, on a des leaders et des stars, on va dire, du côté des Pacers qui font pas le job, qui sont pas au niveau auquel on peut les attendre. Et c'est criant sur ce match 2. C'est la première fois, je crois, depuis 2013 qu'on a aucun joueur à 20 points ou plus sur les deux premiers matchs d'une finale NBA. Et ça traduit pleinement en fait le fait que Siakam, Haliburton principalement, même Turner dans une moindre mesure, sont pas vraiment au rendez-vous. Cette nuit, les Pacers, ils ont struggle comme pas possible sur la première période, et c'est là qu'ils ont besoin d'avoir des leaders qui se mettent au niveau de l'événement, au niveau de ces finales NBA. Haliburton, il est à 5 points, il est à 5 points seulement après 3 quarts temps. Je crois qu'il met 3 points sur la première mi-temps. Il n'est pas inspiré, il rayonne pas, il s'échappe. Clairement, c'est lui qui doit porter le ballon. Mais son shoot finalement du match 1, il masque un petit peu tout ça. C'est-à-dire que sur le dernier quart-temps, c'est Nembhard qui est aux commandes, c'est lui qui prend la responsabilité, c'est lui qui met ce gros 3 points aussi pour maintenir un petit peu les Pacers en vie, avant finalement qu'il y ait le dagger d'Haliburton. Mais sur ce match 2, c'est la même chose. Et ça, c'est un vrai problème. Quand tu as une équipe qui n'y arrive pas, je crois que les Pacers, ils ont mis 0 points dans la raquette sur le premier quart-temps, ils mettent 41 points en première mi-temps. Si tes stars, elles sont pas là pour t'aider quand tu es dans le dur, c'est très compliqué. Surtout contre une équipe aussi en place, offensivement, défensivement, comme l'a été le Thunder sur ce Game 2. Donc, pour moi, c'est vraiment ce que je retiens de ce match-là, c'est qu'il va falloir que vraiment les stars du côté des Pacers, elles step up pour le Game 3, mais on en parlera un petit peu plus tard.
Ouais. Ouais. Toi, Raph? Moi, je suis ravi que tu dises ça, Max, parce que vraiment, c'est exactement ce dont je parlais avec Yaya hors antenne. Clairement, Haliburton, il est à 5 tirs, je crois, à la fin du troisième quart-temps. Donc, ça montre à quel point, au-delà de pas avoir forcément de réussite, bah, c'est surtout qu'il tentait même pas, en fait. Niveau des passes décisives, je crois qu'il était à 3 ou 4 passes max. Il termine le match avec 6 passes D au final. Donc, il s'est un petit peu réveillé dans le quatrième quart, mais c'est vrai que il a clairement pas comment dire, l'influence sur le jeu de son équipe qu'il a d'habitude. Alors, Mm. faut aussi mettre au crédit ça sur l'excellente défense du Thunder. Vraiment, Bien sûr. Luguensdort, il est en bugne à bugne tout le temps sur lui. Même SGA, il peut s'y coller. Et clairement, c'est un excellent défenseur aussi. Donc ça, il faut donner du crédit au Thunder. Mais c'est sûr que niveau responsabilité, à Liberton, bah, c'est vrai qu'on a l'impression qu'il les fuit un petit peu. Sur le Game 1, il a la réussite avec ce shoot qui fait qu'on oublie presque sa performance, mais c'est sûr que sinon c'est assez mitigé. Moi, sinon, ce que je veux retenir de ce deuxième match, c'est surtout le Thunder qui a pas craqué cette fois-ci, puisque comme au Game 1, ils avaient assez d'avance pendant tout le match. Alors, pendant le Game 1, c'était plus une avance aux alentours des 10 points. Cette fois-ci, c'était plus aux alentours des 20. On a l'impression qu'ils avaient retenu la leçon et qu'ils prenaient un peu plus de marge cette fois-ci. Et donc, dans le quatrième quart-temps, on a vu que bah, ils ont pas craqué. À aucun moment, je les ai vus réellement douter, cette équipe du Thunder. De toute façon, ils avaient clairement pas le choix. Parce que là, si jamais Indiana prenait ce match-là aussi et qui partait à 0-2 dans l'Indiana, clairement, la série, elle sentait très mauvais pour eux. Donc là, ils ont assuré l'essentiel. Et c'est ça qu'il faut retenir, je pense, pour ce Thunder. Ouais, Ouais, excuse-moi, tu l'as vas-y, bien je t'en dit, prie. Raph. Une équipe qui est à 0-2, qui perd les deux premiers matchs à domicile, la série, elle est pliée. Euh, et justement, Max, pour toi, est-ce que le fait qu'ils aient gagné le Game 1 de manière un peu à la façon équipe du Sud-Ouest, on va dire, on reste derrière tout le match à 10 points et puis on met les banderilles à la à la fin du match, bon vieux match de trailer, ou est-ce qu'ils se sont dit on a fait le job, maintenant on retourne à la maison avec l'avantage du terrain et on voit plus tard. Non, je pense pas. Je pense ils ont essuyé une vraie tempête en fait. On connaît le Thunder hein, cette année. Ils ont jamais perdu 2 matchs de suite. Donc ils savent réagir. C'est une équipe qui est en réaction, qui est très forte dans la réaction et ils sont arrivés vraiment à remonter comme des coucous. De toute façon, leur première mi-temps, elle est excellente, que ce soit offensivement, défensivement. Et comme disait Raph, ils ont jamais baissé le pied. Et c'est à ça qu'on voit les bonnes équipes. Il n'y a pas eu de temps faible du côté d'OKC. Moi, ce que j'ai aimé, c'est qu'il y a des joueurs qui se sont montrés. Typiquement, SGF fait un match de MVP, hein, c'est lui qui les porte, on va dire, sur la durée du match dans son ensemble. Mais il y a des moments un petit peu charnières dans le second quart-temps. Il y a un bon retour finalement des Pacers qui étaient largués, mais qui reviennent, je crois, à 10, 12, 13 longueurs. Et c'est là que des mecs comme Wiggins, des mecs comme Caruso viennent mettre des gros 3 points qui viennent remettre le doute, enfin les Pacers vraiment dans le doute, les remettre à 20 longueurs. Et ça change tout. On sait très bien que quand une équipe arrive avec une bonne dynamique à la mi-temps, elle est capable de repartir sur le troisième quart-temps avec cette dynamique-là et recoller au score. C'est ce que les Pacers font très bien d'ailleurs. Et là, typiquement, il y a des mecs qui se sont montrés, qui ont fait la diff et qui ont remis la tête sous l'eau aux Pacers. Et ça a été déterminant. Donc, je pense pas que les Pacers soient arrivés un petit peu en dilettante sur ce Game 2 en se disant, bon, de toute façon, on a pris le Game 1. C'est pas leur état d'esprit. Là, ils sont sur la plus grosse scène possible en finale NBA. C'est pas comme ça qu'on aborde des matchs. Je crois simplement qu'il y a une réaction énorme du Thunder et que c'était très compliqué, de toute façon, pour Indiana de faire mieux que ce qu'ils ont fait hier soir. Quand on avait débriefé avec Chris le match 1, on avait parlé de l'ajustement du coaching et notamment du 5 de Marc Daigneault avec la mise dans le 5 de Cason Wallace en lieu et place de Hartenstein. On a vu beaucoup le line-up Hartenstein avec Holmgren sur ce match. Ils ont beaucoup plus joué ensemble. Est-ce que c'est un ajustement tactique du côté de Daigneault qui fait la diff pour vous, les gars? Pour moi, clairement, oui. On a vu dans ce premier match un Pascal Siakam être souvent à l'intérieur et avec des match-ups favorables au niveau de la taille, puisque Holmgren était souvent sur Turner et donc Siakam il punissait systématiquement ces mismatchs-là.
Donc là, j'ai trouvé que le fait de jouer avec les deux grands, bah, ça réduisait les possibilités pour les Pacers. Alors Daigneault l'a plus utilisé, mais c'était quand même la plupart du temps, il jouait quand même avec un seul pivot. Mais là, pour moi, ce qui a vraiment changé dans ce deuxième match, c'est aussi que Chet Holmgren, bah, il s'est clairement réveillé. La première mi-temps, il a encore eu un petit peu du mal, mais ensuite, en deuxième, il s'est un petit peu libéré. Il y a les shoots qui rentraient. Même défensivement, il a sorti un énorme bloc sur Obi Toppin, il me semble. Et donc ça, c'est des signes qui font du bien au Thunder et surtout pour Chet Holmgren, ça doit faire du bien à sa confiance. Nos collègues de Beansport, ils expliquaient que Chet Holmgren, après le match 1, il était extrêmement fermé, que un de ses coéquipiers, je crois c'était Cason Wallace, il voulait lui faire une blague et apparemment il n'avait pas du tout rigolé, etc. On sentait qu'il était impacté par le mauvais match entre guillemets qu'il avait sorti au Game 1. Donc ça, je pense que le fait de le mettre à côté d'Hartenstein en poste 4, bah, ça l'a un petit peu rassuré. Et ensuite, il a pu se libérer sur le reste du match. Ouais, comme tu dis, pour toi, je crois Max. que ce match-là, il est important pour Chet Holmgren pour la suite de sa série parce qu'il avait très mal démarré et il a très très bien démarré sur le Game 2. Hein, premier quart-temps, il est très bon et je trouve qu'il lance très bien l'équipe. Et on voit vraiment une approche très, très différente dans la façon dont il a joué ce match-là. Donc c'est un très bon signe. Moi, personnellement, pour te répondre, Yaya, j'ai pas vu un impact énorme de la. Enfin, j'ai pas trouvé que ça avait transcendé l'équipe ou véritablement chamboulé les choses d'aligner en fait Holmgren et Hartenstein ensemble sur le terrain. Ce que je retiens surtout, c'est l'effort au niveau du rebond. Collectivement, en fait, le Thunder a fait le taf. On sait qu'ils ont été dominés au Game 1 et ça, c'était pas normal. C'est une équipe qui est dominatrice généralement au rebond avec un effort vraiment collectif de tous les joueurs. Et là, ils ont vraiment fait le nécessaire sur ce match-là pour dominer, que ce soit au rebond off, au rebond au global. Et ça, c'est une donnée importante. On sait que le Thunder, s'ils ont des ballons, ça va être très compliqué de les contrecarrer et de les battre. Donc c'est aussi une des stratégies, une des clés du match pour les Pacers. Ils n'ont pas réussi cette fois-là à le faire, mais il faut qu'ils soient plus présents, il faut qu'ils arrivent à grappiller dans la raquette, dans la peinture, les rebonds pour pouvoir exister. Et là, ils ont subi, et bizarrement, ils ont perdu derrière. Ouais. Bah, on sait que la bataille du rebond est primordiale dans ce sport. Donc on est d'accord par rapport à ça. Protection de la balle, ça a été quand même plutôt propre des deux côtés. On peut dire que c'est quand même extrêmement plaisant à voir et que c'est pour l'instant, on avait dit au premier match que Indiana avait choisi son terrain de jeu. Là, c'est plutôt OKC qui a imposé son jeu, sa philosophie de jeu. Oui, c'est sûr. Ouais, alors, Vas-y, Max. ce qui est assez étonnant, c'est qu'ils font un très bon match des deux côtés du terrain et pourtant, on a l'impression qu'il y a encore de la place pour mieux faire, mieux jouer du côté du Thunder. Je m'explique, c'est une équipe qui aime courir et pourtant, c'est une équipe qui n'a pas beaucoup couru hier, qui n'a pas eu beaucoup d'occasions de le faire. Ils ont mis que 4 points en contre-attaque, par exemple. Ils ont marqué assez peu de points par rapport à leur standard aussi sur tout ce qui est points of turnovers, en fait, la façon dont ils récupèrent des ballons en défense sur des steals, des interceptions, etc., qu'ils n'ont pas véritablement su convertir non plus, mais comme au Game 1, sur des points derrière. Et ça, c'est deux axes, à mon avis, sur lesquels il va falloir qu'ils progressent s'ils veulent encore être meilleurs et s'assurer de gagner le Game 3 et les matchs suivants. Juste pour rebondir là-dessus, Max, moi je trouve que en fait, je suis d'accord avec toi sur les points sur perte de balle. Le problème, entre guillemets, et ce qui les empêche un petit peu d'en profiter et de justement capitaliser sur ces pertes de balles, c'est aussi le fait que les pertes de balles du côté d'Indiana, c'était beaucoup soit des retours en zone, soit des sorties de terrain, soit des marchés, etc. Et donc, ça ouvre pas l'espace comme des interceptions, par exemple. Ouais, complètement. C'est vrai, il y a eu de ça. Et il y a aussi, je pense, la stratégie de Carlisle. Hein, concrètement, il est au courant. Je pense qu'il connaît le problème. Justement, de freiner autant qu'il peut les transitions et les relances et les fast breaks du Thunder. Donc, ça fait partie de la strate des Pacers, typiquement, de freiner au max, de limiter la course de ces gars-là qui sont juste injouables quand ils commencent à d'ailleurs, prendre on a une vu des fautes assez agressives sur des Jalen Williams ou des Caruso qui allaient au panier justement sur des contre-attaques. Et donc, ça empêche le Thunder d'avoir justement dans les stats ces points sur perte de balle. Ouais, c'est clair, parce qu'au-delà des chiffres et du fait de scorer derrière, c'est aussi tout ce que ça amène, en fait. Ça met la salle en fusion, il y a une ambiance qui est complètement... Voilà, ça prend une autre dimension et ça galvanise vachement, en fait, le Thunder qui souvent, je dirais, capitalise sur cette ambiance-là dans sa salle. On sait que c'est la meilleure équipe à la maison cette saison, donc il y a de ça aussi et c'est hyper important de ne pas les laisser s'enflammer. Donc, de ce point de vue-là,
Ils y arrivent bien jusqu'ici, ça n'a pas payé sur le Game 2, mais les Pacers font du bon taf quand même dans ce domaine. Maintenant, on a parlé en général, on va parler de cas particuliers. Haliburton, on ne peut pas dire que sur le match, il est vraiment pesé. Match 1, effectivement, comme l'a rappelé Max, hormis son dagger à la fin de match, ça a été compliqué. Comment jusque-là vous voyez sa performance? Alors, comme on avait dit pour les previews, c'est un poste et un rôle que je souhaite à personne, d'affronter cette équipe du Thunder avec tous les énormes défenseurs qu'il y a, cette défense agressive, etc. Mais bon, Haliburton est un des meilleurs meneurs de la ligue, qu'on le veuille ou non, même si vous le savez, c'est pas mon joueur préféré. Ce qu'il a fait sur tous ces playoffs, bah, ça me force de l'admettre. Mais par contre, là, je trouve ça vraiment dommage en fait qu'ils prennent pas plus le jeu à son compte. On voit très bien que ces Pacers, en fait, sans leur leader, bah forcément, c'est beaucoup plus compliqué pour eux. Et on disait son impact, il est pas seulement au scoring. Haliburton, c'est pas quelqu'un qui va, enfin, sa façon d'être bon, en fait, il peut être bon dans plein de façons différentes. Et là, je trouve qu'en fait, le Thunder arrive à annihiler presque tous les secteurs dans lesquels il peut peser dans le match. Et donc, c'est ça, encore plus, qui est frustrant avec Haliburton, c'est qu'en fait, on a l'impression, alors je vais grossir le trait exprès, etc., mais s'il n'était pas là, en fait, j'ai l'impression, je sais pas si les Pacers auraient aussi mieux joué, quoi. Ouais, je te rejoins, Raph. En fait, alors, à son crédit, hein, c'est très très difficile d'être un porteur de balle contre cette équipe Ouais. du Thunder. Ouais. Quand tu dois affronter Lou Dort, les Kayson Wallace, les Alex Caruso, les SGA, etc. C'est des mecs qui ont des longs segments, c'est des mecs qui sont super vifs, qui sont très bons, qui sont très inspirés aussi pour aller récupérer les ballons, pour aller. On sait que c'est la meilleure équipe sur les deflections, c'est la meilleure équipe sur les steals. Bah, tout ça, c'est très compliqué quand tu dois organiser le jeu, quand tu dois mettre en place tout ça. Je pense qu'il passe un vrai test là. Pour moi, voilà, c'est le plus gros test de la carrière de Tyrese Haliburton, c'est d'arriver à jouer, d'orchestrer le jeu des Pacers face à cette défense qui est monstrueuse sur la ligne arrière. Donc voilà, ça c'est à mettre à son crédit, à sa décharge, on va dire. Il affronte peut-être ce qui se fait de mieux aujourd'hui en NBA et depuis un certain nombre d'années. Donc c'est pas évident. Moi, ce qui me gêne, c'est un petit peu le manque d'impact criant. Il n'y a pas que les points. Moi, je l'attends pas forcément sur les points. Je l'attends plus sur le playmaking. Là, il tourne à 6 passes de moyenne contre 9,5 en playoff jusque-là. Donc, il y a une vraie différence. Il a perdu 5 ballons hier soir. Je crois que c'est le plus qu'il ait pu faire en carrière en playoff. Donc, ça en dit long aussi sur le struggle qu'elle tient. Moi, ce qui me gêne, c'est qu'il s'échappe. Moi, je veux bien qu'un joueur passe à côté de ses matchs. Ce qui m'embête, c'est qu'il ne prenne pas ses responsabilités. Moi, je veux que Tyrese, il force plus le destin, qu'il provoque des fautes, qu'il a obtenir ses points sur la ligne des lancers potentiellement. Siakam, il n'a pas fait un bon match hier soir. Mais Siakam, il shoot 9 lancers, il en met 8 et il va faire son beurre comme ça. Il trouve un moyen d'être efficace d'une manière ou d'une autre. Haliburton, ce n'est pas le cas. Haliburton, il est complètement annihilé, il est dans le dur. Et je veux qu'il y ait une réaction un peu de champion. Alors, ouais, son dagger, il est incroyable. C'est exceptionnel ce qu'il a réussi à faire. Franchement, bravo. Mais je veux qu'il se mouille plus, je veux qu'il prenne plus de risques, qu'il arrête de filer la gonfle à Nembhard. C'est lui le meneur, c'est lui la star. C'est lui qui doit assumer aussi. Donc ça me gêne et j'attends beaucoup plus de lui dans la prise d'initiative. Alors justement, tu poses quelque chose qui, moi, m'interroge. Est-ce que pour toi, c'est Haliburton la star des Pacers, Max? Parce que moi, avec Raph, on en parle depuis longtemps, mais j'aimerais bien avoir ton avis là-dessus. C'est pas une superstar, il n'en est pas encore là. Ça reste une star déjà. Après, je pense que c'est plus lui le dépositaire du jeu dans cette équipe-là. Je pense que c'est le premier dépositaire parce que c'est le mec qui porte le ballon, parce que c'est lui qui va être à la base du playmaking. Alors Carlisle, en conférence de presse, il a bâché un journaliste qui lui disait alors, Haliburton, Siakam, c'est pas foufou au niveau de l'impact sur cette série-là. Il a tout de suite dit, mais nous, c'est un écosystème. Le fonctionnement des Pacers, si vous l'avez pas compris, voilà, il est collectif et c'est comme ça qu'on fonctionne. Oui, mais tu as quand même besoin d'avoir des mecs qui, quand ça va mal, sont capables de sortir un peu les doigts et de porter l'équipe à des moments clés. Et Haliburton ne le fait pas du tout. Pour répondre à ta question, il est partagé. On sait que cette saison, je crois que c'est Siakam qui est All-Star. Haliburton ne l'est pas. Donc, il y a une reconnaissance de la Ligue sur effectivement le poids de Siakam et son importance. Néanmoins, quand tu regardes les playoffs, tu as quand même plutôt l'impression qu'Haliburton est le joueur clé de cette équipe-là. C'est lui qui leur fait un peu passer un cap, on va dire, avoir ce petit grain de folie en plus qui fait qu'ils ont passé leurs 3 séries un peu haut la main.
Donc, pour te répondre, j'ai plutôt tendance à penser qu'Haliburton est le dépositaire du jeu des Pacers et c'est lui qui ne doit pas flancher sur cette série-là. Alors, tu vois, moi, à contrario, pour moi, c'est Siakam. Je pense que c'est Siakam, le joueur qui déjà leur a fait passer un step quand il est arrivé de Toronto l'année dernière en mi-saison. Et pour moi, c'est lui qui doit aller chercher. Tu parlais d'aller chercher des points, d'aller faire son beurre avec des lancers francs. Mais c'est lui qui doit le faire et c'est pas Haliburton. Et je trouve qu'on lui tombe dessus. Oui, c'est le dépositaire du jeu, mais c'est parce que c'est un meneur un peu à l'ancienne. Et contrairement à la NBA moderne, on va parler de SGA forcément un peu plus tard. Mais tu vois, pour moi, c'est plus Siakam qui doit apporter cette équipe. Et ok, il est discret et Haliburton est quelqu'un de plus exubérant, mais dans le jeu en tant que tel, j'ai l'impression moi que c'est Siakam qui est quand même plus important. Et je suis d'accord avec l'écosystème. Mais Siakam amène une plus-value à cette équipe beaucoup plus élevée. Je ne sais pas si vous êtes d'accord avec ça, mais voilà. Je vais laisser Raph réagir. Bah en fait, le cas d'Haliburton, c'est un petit peu compliqué vraiment d'avoir un avis arrêté. Je trouve c'est quelqu'un assez clivant aussi par sa personnalité, son style de jeu, etc. Moi, je trouve qu'en fait, sans Haliburton, les Pacers, c'est une équipe totalement différente. Et sur la patte qu'il a sur son équipe, sur la façon dont il organise, j'ai l'impression que c'est vraiment un chef d'orchestre en fait, Haliburton. Et pour moi, bah, c'est lui le dépositaire du jeu, ça doit être lui le franchise player, même si Siakam est beaucoup plus régulier qu'Haliburton. Haliburton, il a tendance à faire des flashs, et pas forcément sur des matchs, mais même sur des moments du match. Là, justement, le game winner sur le game one, mais aussi je crois qu'il en a mis déjà 3 sur ses playoffs, c'est énorme. Donc en fait, sur des flashs, il est capable d'être monstrueux. 4, ouais. Oui, 3 plus sur du game one. Donc il est capable d'être monstrueux, mais c'est sûr que sur la régularité, par contre, Siakam est beaucoup plus présent. D'ailleurs, je pense que c'est pour ça qu'il est MVP des finales de conférence. Donc voilà. Moi, juste avant de passer au game Juste 3. pour finir. Ouais. Juste pour ajouter par rapport à ce que tu as dit, le truc c'est que Siakam c'est un finisseur en fait. Il est dans ce rôle-là en Oui, fait. c'est ça. Siakam c'est le mec que tu trouves en fin de chaîne. Alors il sait bien entendu créer son shoot, hein, attention, c'est un très bon joueur, très fort joueur, il serait pas All-Star sans ça. Mais c'est plus un finisseur qu'autre chose, capable de faire un petit peu de tout, de fournir un peu dans tous les secteurs. Il fait un match encore très complet cette nuit, hein. Il shoot très mal, je crois qu'il shoot à 27% au global. Mais voilà, il est agressif, il shoot des lancers, je crois qu'il fait 2 contres, 2 interceptions, il est un peu partout, il a rempli les colonnes. Mais si tu veux, pour organiser et pour orchestrer, c'est pas lui que t'attends. Donc, typiquement, ça va être plutôt du côté de Tyrese. Ok. Je t'en prie, Raph, excuse-moi. Ouais. Juste oui, pour terminer sur ce Game 2, je voulais parler d'une dernière chose, c'est le fait que le Thunder a eu 5 joueurs à plus de 15 points. Et ça, on sait que dans des matchs à ce niveau-là, c'est extrêmement important. Et surtout, je voulais souligner la performance d'Aaron Wiggins. Ça faisait 25 ans que c'était pas arrivé. Ça faisait Ouais, 25 ans que c'était pas arrivé en finale. Exactement, donc c'est dire à quel point c'est quelque chose qu'on peut mettre en avant. Et donc Aaron Wiggins, il a fait vraiment un match ultra important et impressionnant dans l'impact qu'il a eu, parce que c'est un joueur sur le premier match et même sur les matchs de playoff avant qui avait un petit impact, mais c'était clairement pas à ce niveau-là. Là, il a shooté à plus de 60% à 3 points, il est à 5 sur 8. Il termine avec 18 points, mais vraiment dans l'impact, j'ai trouvé sa performance très intéressante et je voulais un peu le féliciter pour ça. Ouais, on n'est pas au conseil de classe, hein, Raph, mais non, plus généralement, et moi, il y a un joueur dont je voulais parler avant de passer à la suite, c'est Alex Caruso, qui fait des playoffs de dingue, alors, on avait tous levé un petit sourcil quand il a signé cet été du côté de Casey. On s'est dit, il va peut-être monter quelque chose. Mais le gars, il amène un plancher beaucoup plus haut. Et puis là, il fait son Caruso game, quoi.
Ouais, je pense que le Thunder, il regrette pas du tout Josh Giddey Non, mais à c'est un peu un posteriori. trade win-win, hein. C'est un peu comme le trade 4 Randall finalement. C'est un trade qui a fonctionné pour les deux équipes. De toute façon, avec Josh Giddey, voilà, t'as un manière de ballon, t'as un chef d'orchestre aussi. Tu peux pas en avoir deux. Il y a déjà SGF. Enfin, il n'y a pas la place pour deux. Il n'y avait pas la place pour ces deux joueurs-là. On voit qu'il fait du super boulot aux Bulls, donc c'est impeccable. Et à l'inverse, Caruso a parfaitement trouvé sa place dans le collectif du Thunder. Mais ce qui est fou, c'est quand Caruso, en plus d'apporter sa défense de fer, il est capable de coller 20 points en étant à droit à 3 points, etc. Là, ça devient un joueur unique, en fait. T'as pas beaucoup de mecs comme ça, two-way de ce niveau-là, lorsqu'il est capable de claquer 20 points. Alors, ça arrive pas souvent. C'est jamais arrivé en saison régulière, d'ailleurs. Cette nuit, il fait son deuxième match des playoffs à 20 points ou plus. C'est jamais arrivé en saison régulière. Donc, ce qui est fort en plus, c'est que ce mec-là, il se transcende dans les grandes occasions. Donc, non, franchement, bravo à lui. Moi, j'imaginais pas qu'il était capable de fournir à ce point-là. Quand tu es capable d'exceller dans une équipe aussi bonne que celle du Thunder, ça en dit long sur ton niveau de jeu. Et finalement, tout ce qu'on a entendu lors du titre de 2020, de tout ce qu'ont pu dire les LeBron et compagnie, ouais, il le mérite en fait. Il le mérite, c'est un joueur méritant. Et j'avais bien aimé sa quote, je sais plus, c'était avant le Game 7 ou à l'issue du Game 7 contre les Nuggets, quand il avait dit, mais moi, toute ma vie, j'ai joué des Game 7 en fait. Chaque match dans ma vie a été un Game 7 parce que c'est ça sa mentalité, c'est de dire, moi, on m'attendait pas là en fait. Et il n'était pas prévu que je sois à ce niveau-là. Donc j'ai besoin de prouver en permanence. Donc j'ai besoin d'être au max à chaque fois que je mets les pieds sur le terrain. Et c'est ce qu'il a fait encore hier soir et c'est admirable. Ouais, Ouais. complètement, complètement. Et on sait que dans les séries, tu as toujours un joueur Factor X qui fait un match qui te fait basculer parce que il faut gagner 4 matchs face à un adversaire. Et comme les coachs, ils se connaissent tellement au bout d'un moment et que c'est des coaching staff élites, ils savent tout de A à Z de ce que vaut l'équipe adverse. Et tu as toujours un joueur qui n'était pas prévu, qui sort. Et là le truc, c'est qu'il y en a deux du côté de Casey. Ouais. Et donc, c'est pour ça que ça peut. C'est le truc qui est. Alex Caruso, maintenant, c'est prévu en fait qu'il ait une défense élite, t'as raison, mais après des points, effectivement, autant 20 points, 20 points, ouais, ça serait sur le gâteau. Après attention à la stat des. Alors, c'est vrai que c'est une stat qui a été relayée pas mal sur les réseaux, les 5 joueurs à 15 points ou plus, depuis 25 ans, c'est la première fois en finale. Mais au final, tu as aussi des mecs du starting 5 qui n'ont pas beaucoup pesé. Je pense à Kayson Wallace notamment, qui a été encore une fois titularisé, alors qui est actif, etc., mais que j'ai pas trouvé très inspiré et qui a paru un petit peu tendre là sur ce match. Donc, bon, il y en a qui ont fait des bonnes choses en sortie de banc. Il y a aussi des starters qui ont un petit peu, je vais pas dire déjoué, mais qui n'ont pas eu l'impact qu'on pouvait espérer. Donc, bon, c'est à relativiser aussi. Ce qu'on dit pas, c'est que les Pacers, ils ont 7 mecs à 10 points ou plus, encore une fois, quoi. Alors, c'est ce qu'ils ont en moyenne sur les playoffs, ce qui est assez ouf. Mais ils ont encore 7 mecs qui sont à plus de 10 points sur le match d'hier soir. Donc, c'est ce que disait Carlisle en conférence de presse. Il disait, on a mis assez de points pour gagner un match. Ils en ont mis 7 points. Alors, ils peuvent gagner en mettant ça en 7 points. Il faudrait qu'ils fassent une très, très grosse défense. Ça suffit pas pour le Thunder. Mais tout n'est pas acheté non plus du côté des Pacers. Ouais, je suis d'accord avec toi. 7 joueurs à plus de 10 points, mais aucun à plus de 20. C'est ça. Je suis d'accord. Moi, je pense que c'est ça justement qui fait la bascule. Complètement. Mais justement, on va maintenant gentiment se projeter sur le Game 3. Est-ce que quelle va être la réponse de Rick Carlisle pour vous? Parce que quand on a fait la preview, on avait dit bon, si c'est joueur contre joueur, ça va être compliqué du côté de Indiana. Il y a plus de talent, plus de physique du côté d'OKC et ça va peut-être jouer sur le coaching. Rick Carlisle, champion en 2011 avec Dallas, quelle pourrait être la réponse qu'il va apporter pour vous les gars? Alors, je vais peut-être commencer sur ça. Moi, je pense que Rick Carlisle devrait prendre Haliburton entre 4 yeux, lui dire écoute, merci pour toutes les énormes perfs que tu as fait pour nous dans ces playoffs, etc. Mais là, ça suffit pas. Là, on a besoin que tu prennes ton leadership, que tu joues presque à contre-nature, puisqu'on sait c'est pas sa nature de forcer. Souvent, on l'a loué pour le fait qu'il fasse énormément de passes décisives, peu de pertes de balles, etc. Mais là, je vais te demander de forcer sur ce Game 3. Je vais te demander d'aller chercher les points à la peinture, de vraiment plus essayer d'impliquer tes coéquipiers, vraiment plus d'être un peu omniprésent, même en défense. Je pense que les Pacers, s'ils veulent avoir une réelle chance de gagner ces finales NBA, donc de gagner 4 matchs face à cette équipe du Thunder,
ça va passer par un Haliburton omniprésent et vraiment surtout présent au scoring parce que ça manque. On a vu, hein, on a dit qu'il n'y avait aucun joueur à 20 points. Là, Haliburton, il termine à 17 points, mais comme on a dit avec Max, à la mi-temps, il était à 3 points et À à la 3 fin points. du troisième quart, il était à 5 points. Donc clairement, ça montre à quel point il n'était pas assez présent dans ce scoring-là. Et ouais, moi je pense que parce qu'en fait, au-delà sur les ajustements tactiques, sur le 5 majeur, etc., Carlisle a une assez bonne profondeur de banc, mais il n'a pas réellement de joueurs qui pourraient starter, je pense. À part peut-être Mathurin pour Nesmith, mais Mathurin. encore, ouais. Hmm. Mais sinon, je vois vraiment pas trop ce qu'il pourrait faire d'autre. Donc pour moi, ce sera plus sur justement une discussion avec les joueurs et essayer de plus les motiver et leur dire de forcer, donner plus de tickets shoot à Liberton, etc. Moi, ce qui m'embête par rapport au match d'hier, c'est que tu peux pas avoir autant de mecs qui brillent, en fait. Il y a une expression américaine qui dit pick your poison, en fait, choisis ton poison. Si tu dois prendre 34 points ou 35 points ou 36 points ou 38 points comme au Game 1 de SGA, tu peux pas avoir des mecs qui flambent à côté, en fait. Et c'est le souci hier soir, quand tu as 40 points qui viennent en cumulé, ou 38, je sais plus, de Caruso Wiggins, c'est un vrai souci. Donc, pour moi, le premier truc, ce serait de choisir un peu tes combats. Laisse SGA briller à la limite. Laisse-le faire ses matchs. De toute façon, tu ne pourras pas le limiter. S'il les met pas au mid-range ou à 3 points, il les mettra sur la ligne de lancer franc, c'est point. Laisse-le briller. Essaie de l'isoler, de le couper un petit peu du reste des joueurs pour essayer de faire en sorte qu'autour, ce soit pas au même niveau qu'hier soir, que ça brille moins et que tu aies moins de joueurs qui se mettent finalement en rythme, qui trouvent une espèce de, comment dire, qui se subliment en fait, parce qu'ils se sont sublimés, des mecs comme Wiggins, Caruso hier soir. Ils sont forts, c'est des forts joueurs. Wiggins, surtout, offensivement, on sait que c'est plutôt son fonds de commerce, mais c'est pas des mecs qui doivent mettre 20 points en finale NBA. Donc ça, tu peux pas le permettre. Tu peux pas te le permettre, sinon tu gagneras pas, et ça, c'est certain. Donc je crois que Carlisle, il faut qu'il fasse des choix défensifs. Et l'autre point par rapport à la défense, moi, ce qui m'a gêné hier, c'est qu'il y a énormément de bonnes positions de tir pour le Thunder, et c'est ce qu'on voit au niveau des chiffres. La bonne réussite qu'ils ont à 3 points, c'est parce qu'ils ont des bons shoots. Et finalement, en défense, Indiana a été un petit peu dépassé dans le playmaking, dans la capacité du Thunder à fixer, ressortir de très bons ballons pour des shoots externes. Et souvent, ils ont été dans des fauteuils pour les mettre. Ils tournent à 39% hier sur le match. C'est bien mieux que leur moyenne en playoff. On sait que c'est pas une bonne équipe à 3 points, le Thunder. Et ça leur a coûté très cher. Donc moi, c'est ce que j'attends en termes d'ajustement, d'options défensives de la part du Thunder sur ce Game 3. Ouais. Tu parlais d'options défensives. On sait que Carlisle, quand il était du côté de Dallas, pour embêter le Heat en 2011, avait sorti des zones. C'était un des premiers coachs à utiliser la zone. Est-ce que pour casser le rythme de Casey, sortir une petite zone des familles peut être une bonne idée? Moi, je pense que ça peut se tenter. La zone, tu l'as fait quand tu vois que l'équipe est struggle à 3 points, ou tu l'as fait d'emblée en essayant de créer quelque chose. L'avantage de la zone, c'est que tu peux récupérer des rebonds. Généralement, quand tu passes en zone, c'est pour avoir plus de rebonds que l'adversaire. On sait que les Pacers ont souffert au rebond hier soir. Ça peut être un moyen justement de récupérer l'avantage de ce point de vue-là. Par contre, attention, c'est un jeu dangereux. Hier soir, ça aurait visiblement pas marché, parce que les gars étaient trop on fire externe. Et ça aurait été difficile. Mais ça peut être une option. On sait que l'équipe n'est pas réputée pour être une très bonne équipe à 3 points. Il n'y a aucun spécialiste à part Isaiah Joe, mais qui est plutôt un remplaçant et qui joue assez peu. Pour le reste, ce n'est pas des spécialistes. Donc, tu peux le tenter et ça pourrait avoir du sens. À voir. Mais ça peut être une option. Surtout que la zone, on sait que pour l'attaquer, il y a la relation poste haut, poste bas, et que pour l'instant, les deux compères à l'intérieur ne jouent pas beaucoup ensemble. Et que justement contre Denver, ça avait très bien fonctionné. Hartenstein, Holmgren qui alternaient très bien poste haut, poste bas, des high-low pendant tout le match et qui ont beaucoup embêté. Ça peut être une bonne solution. Toi, Raph, qu'est-ce que tu en penses? Ouais, complètement, je vous rejoins, en plus, sur des précédents podcasts, on avait fait un sujet sur justement, le fait que cette zone était, beaucoup plus présente, sur ces playoffs que ce qu'on avait l'habitude de voir. Donc clairement, le fait que ça n'ait pas été utilisé, de la part d'aucune des 2 équipes, il me semble d'ailleurs, ça nous a un petit peu, surpris, on en parlait, hors antenne. Mais, je pense que ça peut être justement, oui, une des clés pour Rick Carlisle. On sait qu'il l'a déjà utilisé par le passé. Et
surtout en finale NBA, et on a vu que ça lui avait plutôt réussi face au Heat, donc ça pourrait être une de ses clés. Et c'est vrai que Max, je te rejoins, le Thunder a aucun spécialiste réellement à 3 points, mais par contre là sur ces playoffs, le fait que la défense des Pacers leur donne pas mal de shoots ouverts, bah en fait ça les met en confiance, et une fois qu'un joueur NBA est en confiance, Ouais, même si complètement. c'est pas un spécialiste à 3 points, c'est tellement des joueurs Ouais. élites de chez élite qu'en fait il y a tout qui rentre à la suite, quoi. Ouais, c'est sûr que c'est pas toi qui shoot, quoi. Ah. Voilà, moi ils auraient moins de risques. Ok, moi il y a aussi une chose que j'ai vue, c'est que quand même, SGA a beaucoup de pull-up. Lui, il a le droit de prendre des pull-up mid-range. Il lui laisse pas mal de. Et après, il prend confiance là-dessus. Est-ce que l'interdire d'office peut être une bonne solution pour éviter qu'il prenne de la confiance et tout ça du côté des Pacers? Alors moi j'ai une question pour toi, Yaya. Est-ce que tu as l'impression qu'il le laisse prendre ces shoots-là? Parce que clairement, quand on voit la défense des Pacers et de Nembhard notamment, il colle SGA comme pas possible, et c'est SGA qui est juste trop fort en fait. Il arrive à faire des fade-away, des step-back. Tu peux pas défendre mieux que ça en fait, j'ai l'impression sur ces phases de jeu-là. Et en fait, SGA est tellement fort que je vois pas ce qu'il pourrait faire de plus. Moi, j'ai l'impression qu'il privilégie plus des pull-ups que de la pénétration, en fait, tu vois. C'est vrai qu'il ferme beaucoup la raquette. Mais Max, t'en penses quoi toi sur ça? Parce que Je c'est sais vrai pas que moi, j'ai pas l'impression qu'il lui donne des pull-ups. Moi, ce qui me gêne, c'est qu'il finisse à 8 passes. Moi, j'aimerais qu'il mette ses oui. 34 points, mais qu'il rayonne beaucoup moins en fait sur le jeu globalement. En fait, c'est ça qui est plus problématique parce que finalement, il y a que deux playmakers en fait balle en main. T'as que Jalen Williams qui peut fixer avec SGS. C'est à peu près les deux seuls. Pour le reste, il y a pas beaucoup de de fixation passe pour vraiment mettre des joueurs ouverts avec des bonnes positions de shoot. J'aimerais en fait que, à la limite, on laisse 1-1 qui est pas dead et qu'on se démerde avec SGA, que le défenseur qui est opposé à lui se débrouille avec SGA, mais que derrière, il n'y ait pas de possibilité d'aller offrir un ballon en or pour un shoot facile derrière. Et je crois que ça aiderait vraiment les Pacers. Donc, je ne sais pas s'il lui offre vraiment les pull-ups. En tout cas, je ne pense pas qu'il faille aider. Il vaut mieux laisser être en overplay sur les autres joueurs, le laisser faire son truc, quoi. Voilà. Et ça, ce serait, à mon avis, une bonne stratégie pour Carlisle pour le prochain match. Malgré tout, c'est pas trop dans l'ADN d'OKC de faire trop d'ISO. C'est ça, en fait, le truc. SGA en fait beaucoup quand même. Beaucoup des points d'SGA, ils sont pas sur une passe D. C'est pas un spot-up shooter en fait. Hein. C'est un mec qui va poser le dribble d'abord par terre avant de coller ses points. Hein. Donc l'ISO, elle vient de lui. C'est à peu près le seul à faire de l'ISO en fait finalement. Chet Holmgren, on le voit jamais travailler au poste et travailler son move pour finir au cercle. Hartenstein, c'est très rare. J-Dub, c'est un peu différent. Il est un peu entre les deux. Mais oui, t'as raison. Collectivement, il n'y a pas beaucoup d'ISO. Maintenant, SGA, on sait que c'est un mec qui met ses points souvent avec un dribble avant. Quoi. Et du côté d'OKC, vous, est-ce que maintenant on se dit, voilà, on a trouvé la solution et on continue dans la veine du Game 2, ou est-ce qu'il y a un ajustement qu'on peut prévoir? Justement, on en parlait un petit peu, Max, tu l'as pointé du doigt. Moi, c'est vrai que Cason Wallace, je suis vraiment déçu par son impact. Hier, il termine avec 4 points, 3 rebonds, avec 2 interceptions et 1 contre. Mais clairement, je trouve qu'il a clairement pas assez pesé pour être starter. J'aimais plutôt bien ses playoffs en sortie de banc, c'était assez intéressant. Donc peut-être soit essayer de repasser à 2 big men. On a parlé justement sur si Carlisle fait une zone, la relation poste haut, poste bas qui peut être intéressante. Au rebond aussi, ça peut encore plus donner l'avantage au Thunder, même redonner confiance à Chet Holmgren, même si ce match-là lui a quand même pas mal permis de reprendre confiance. Mais je pense qu'en fait, ça a tellement bien marché sur tous ces playoffs que déjà j'ai été surpris qu'il que Marc Daigneault supprime Hartenstein du 5 majeur, surtout qu'Hartenstein il fait vraiment des playoffs vraiment impressionnants. Je trouve qu'il a clairement apporté énormément de défense, de rebonds, etc. à cette équipe du Thunder, même certains paniers assez faciles pour lui. Donc j'ai été assez surpris dans un premier temps. Même dans la Ouais, bien lecture, sûr. hein.
Dans C'est la un joueur lecture, il est bon, super hein. Il fait intéressant. 4 passes D hier en 22 Ouais. minutes, pour un poste 5, Ouais, c'est ouais, hyper grave. Et intéressant. donc moi, j'ai été assez surpris de ça, surtout quand on voit que les Pacers, en fait, ils ont 2 big men assez souvent avec Siakam et Turner. Et comme je l'ai dit, Siakam, il a beaucoup bénéficié de match-up favorables. Et donc, justement, remettre les deux grands, pour moi, ce serait intéressant. Maintenant, si Daigneault et le staff du Thunder l'a supprimé, je pense ils ont clairement leur raison et des données que je n'ai pas. Est-ce que vous trouvez qu'ils jouent dur, les Pas Pacers? assez, je pense. Par Bah, rapport à la Ouais. dureté de... Qu'est-ce que tu en penses, Aya, toi? alors, bon, moi je pense que tous en NBA ils jouent soft. Mais bon, parce que j'ai connu les années 90, moi, tu vois. Tu sais, on connaît, tu sais, quand ça va à la manioche, quoi. Euh, moi je trouve que bizarrement, en fait, c'est un peu switché par rapport à ce qu'on a l'habitude de voir. C'est-à-dire qu'une conférence Est qui bastonne et une conférence Ouest qui est plus dans le jeu aéré et dans la vitesse. Tu vois, j'ai l'impression qu'en fait, c'est un peu switché. Ouais, Et j'ai complètement. l'impression, tu vois, OKC, ils défendent dur, notamment Aton Shine, qui clairement apporte la dureté. Et c'est pour ça, moi, que je veux le voir dans le 5. Tu vois, qu'il apporte cette dureté et Mmh. cette façon de jouer. Mais pour moi, les Pacers, ouais, tu vois, quand tu as un joueur comme Miles Turner, tu as envie qu'il y aille plus, quoi, tu vois. Moi, Ouais, je trouve qu'il manque ce ouais. côté hyper rugueux où tu vas y aller, où tout le monde va aller vers le rebond et aller se battre, quoi. Ouais. Moi, je les trouve trop gentils, en fait, on est d'accord, hein. Moi, je les trouve trop gentils. Je suis désolé, les Pacers, ils ont des athlètes, ils ont des gars qui peuvent aller au combat. Nesmith, on l'a pas vu, hein, sur cette finale pour l'instant. On sait que c'est un bête d'athlète aussi, que c'est un bon défenseur, c'est un joueur de mission. Je les trouve tendres, trop soft, trop gentils. Je sais pas, est-ce qu'il faudrait pas un petit peu, voilà, aller un peu au mastic, au combat, un petit peu plus les perturber, plus leur rentrer dedans, essayer de voir un petit peu si sur ce terrain-là, bah, Thunder a les armes pour répondre, mais essayer un petit peu d'aller plus dans le combat. Et jusqu'ici, je suis un peu déçu en fait de l'opposition. C'est pareil pour Topin. Alors il a mis ses points au Game 1, c'est bien, mais c'est des garçons dont on pourrait attendre un petit peu plus sur l'agressivité. Je les trouve assez peu agressifs au final, et je trouve qu'ils embêtent pas trop les attaquants du Thunder voilà, qui font leurs petites passes, qui mettent en place le jeu, qui sont pas trop perturbés. Et j'aimerais qu'ils aillent plus voilà, à la bagarre, entre guillemets, pour les Est-ce que, Ouais, perturber c'est clair. physiquement. est-ce que Ils ont les moyens de le faire, en je fait. suis assez d'accord C'est avec frustrant. toi. Est-ce que pour toi, mettre un TJ McConnell qui on sait est un chien de la casse beaucoup plus longtemps et quitte à ce que ça déborde un petit peu, tu vois, changer le paradigme, pour toi, c'est une solution. Bah, c'est ça. C'est ça. Et tu vois, ça, c'est des choses qu'on peut faire par moment quand tu sens qu'il y a un momentum, essayer de casser une dynamique. Et on le voit pas, en fait. Et alors, Carlisle n'est peut-être pas ce genre de coach non plus, hein. Ça vient souvent aussi de la physionomie de l'entraîneur. Historiquement, c'est pas un coach qui a envoyé ses joueurs casser un joueur adverse, etc. C'est pas forcément ce que je dis. Mais en tout cas, essayer de pourrir un petit peu Hmm. dans le bon sens du terme, bah, c'est des choses qu'on voit pas les Pacers faire, et ça semble pas être dans leur ADN. Et tu l'as dit, en fait, les Pacers, c'est étonnant, c'est que c'est plus une équipe de la conférence Ouest que de la conférence Est de ce point de vue-là. Mais ce serait peut-être bien qu'ils retrouvent un petit peu d'ADN de la conférence Est en ce moment, parce que je trouve que ça manque. Moi, je vois pas le Thunder suffisamment perturbé dans son plan de jeu. Et j'aimerais qu'ils aillent plus dans le combat physique, justement pour créer quelque chose de différent, quitte à prendre une faute antisportive, quitte à prendre une technique, quitte à voir les choses un peu dégénérées dans le bon sens du terme, bien sûr, mais pour créer un truc. J'aime entendre Là, ça. c'est trop. J'aime. Clairement. Ouais. Juste pour revenir à ce sujet-là, moi je suis assez d'accord et je pense que ça passe aussi par le fait que le franchise player, donc qui est soit Siakam ou soit Liberton, bah, prenne les choses en main et montre l'exemple aussi. Parce que en fait à Liberton, comme on l'a dit, il s'est beaucoup échappé, que ce soit en attaque, mais aussi en défense en fait. À aucun moment on l'a vu vraiment faire, bah, je sais Ça pas, n'a oui, jamais comme été tu dis, sa une grosse force. faute ou quoi. Ça n'a Oui, mais jamais été sa justement, force. je pense que là, pour réveiller son équipe, je trouve que des fois, il devrait le faire. Et tout à l'heure, quand je disais que pour moi, là, justement, c'était Rick Carlisle qui a une conversation avec Halliburton, ça passe aussi par là, je pense, sur cet aspect-là du jeu.
En gros, si je résume, vous voulez tous Boris Dio face à l'Espagne en 2013, quoi. Je pensais à la même chose. Mais c'est ce genre de réaction, en fait, c'est imprimé dans la tête de ton adversaire qu'il n'y aura rien de facile, en fait. Tu vois, c'est un petit peu ça aussi. Et moi, j'ai eu l'impression, en fait, que le Thunder a déroulé. Et on l'a déjà dit, hein, ils n'ont pas fait leur meilleur match hier. C'est ça qui est incroyable. C'est qu'ils gagnent de 16 points, je crois, 123-107. Ils sont montés à plus 23 à un moment donné, plus 22 dans le quatrième, etc. Ils ont vraiment dominé leur sujet. Et encore, ils n'ont pas joué leur meilleur basket. Et ça, c'est assez incroyable. Et finalement, c'est trop facile pour eux. Et il faut que le match soit plus difficile. Il faut qu'ils aient plus d'adversité. Et ça manque un petit peu sur ce début de finale. Mais malgré tout, Indiana a quand même repris l'avantage du terrain et OKC va devoir aller gagner du côté. Et dans l'enfer d'Indiana, parce que je crois qu'ils ont le record hein, sur la plus longue série de matchs à plus de 100 points inscrits à la maison. Enfin, chez eux, c'est très compliqué quand même d'aller gagner. Justement, est-ce que un match à haute vitesse avantage tellement Indiana que ça par rapport à OKC, c'est-à-dire avec beaucoup de possession? C'est leur façon de jouer toute la saison en fait. C'est dans l'ADN même de leurs joueurs, de leur jeu, de leur coach presque aussi. Face à OKC quoi, j'ai envie de te dire. Justement, c'est ça le problème, c'est qu'en fait, on a vu au Game 1, ils ont essayé de jouer assez vite, etc. Et au final, ils ont perdu énormément de ballons, 19 il me semble en première mi-temps. Donc clairement, ce jeu-là, il est presque létal face à toutes les équipes de la ligue. Mais sauf qu'OKC, c'est presque leur némésis à ce niveau-là. Et donc l'équipe contre laquelle c'est presque c'est trop dangereux en fait. C'est le pire match-up pour eux. Ouais. Et par contre, tu as raison. En fait, le truc, c'est que on a aimé à dire les Pacers, c'est la meilleure attaque et le Thunder, c'est la meilleure défense. Mais si tu regardes bien, le Thunder, c'est presque la meilleure attaque aussi. En fait, ils sont juste derrière les Pacers. Ça se joue à rien. Donc, quand tu as une équipe qui est très forte en attaque, plutôt average en défense, c'est le cas des Pacers, c'est pas une très bonne équipe défensive qui va jouer la meilleure two-way team de la ligue. De toute façon, ils partent pas favoris. Donc, c'est inespéré déjà de revenir. Enfin, inespéré. Peut-être que j'exagère un peu, mais en tout cas, ils peuvent être satisfaits d'avoir pris un des deux matchs à OKC avant de revenir chez eux. Je pense quand même qu'ils ont le momentum et qu'ils vont. Les Pacers, ils ont été très forts aussi en réaction cette saison. Et ils ont perdu contre les Bucks. Ils sont revenus très forts, ils ont gagné. Ils ont perdu un match contre les Cavs, ils avaient été en dessous de tout. Derrière, ils ont été très forts pour reprendre le match derrière. Donc, c'est une équipe comme le Thunder qui sait réagir. Ils l'ont montré sur la post-season. Donc, je m'attends à quelque chose de très fort sur le Game 3, avec en plus un public qui est vraiment exceptionnel du côté d'Indiana. Hein, c'est pareil que le Thunder. Je pense de là à les mettre favoris, je sais pas, mais en tout cas, ils ont clairement leur chance pour prendre le Game 3. Et on sait que c'est un match pivot dans une série. Il va être déterminant sur la finale. Mais justement, pour conclure, votre prono sur le Game 3 et on saura vous le rappeler. C'est terrible parce qu'à chaque fois, il se passe l'inverse. Vas-y, commence, Max. Max, commence. Vas-y. À toi en premier. Je vais aller sur les Pacers. Je pense que Carlisle le sait mieux que personne. Si tu perds le Game 3, je pense que c'est perdu pour Indiana. Alors, c'est peut-être un petit peu dur, mais je pense que c'est le cas. OKC est trop en maîtrise, trop sûr de sa force pour pas dérouler derrière, en fait. Donc, s'ils reprennent l'avantage du terrain, je pense qu'ils auront laissé passer l'occasion unique, peut-être, de remporter le titre cette saison. Donc, j'aurais plutôt tendance à parier sur les Pacers. Ou match serré? Match serré. Match serré, je vois pas de blowout possible des Pacers sur le Thunder. Je peux pas l'imaginer. Raph? Ils ont trop d'armes. Moi, justement, en fait, de par tout ce qu'on a vu sur ces deux premiers matchs, et malgré le fait que les Pacers aient gagné un match, en fait, j'ai jamais vu OKC en danger réel. Je trouve que en fait, le premier match, ils le perdent tout seuls, mais que s'ils font pas cette erreur, jamais ils laissent l'opportunité aux Pacers de le prendre. Donc moi, en fait, je vois OKC gagner de 10 points environ. Alors, clairement, si vous voulez parier déjà, si vous êtes mineur, il faut pas. Mais même si vous êtes majeur, écoutez pas mes conseils et mes pronos parce que ça passe rarement. Mais moi, là, avec tous les éléments que j'ai, c'est ce que je vois le plus probable. Moi, je vois. Qu'est-ce que t'en penses, toi? Je vois OKC mieux maîtriser les fins de match,
c'est un peu contre-intuitif par rapport à ce qui s'est passé au Game 1, mais je pense qu'ils ont fait l'erreur une fois, ils ne le feront pas une deuxième fois. Et moi, je vois bien un match serré, mais que ça tombe cette fois du côté d'OKC. Et je vois bien, tu vois, un match maximum 5 points, quoi, qui joue dans les 5 points. Donc, on va se le souhaiter parce que cette nuit, Ouais. c'est un peu long. Hein. Oui, c'est ça. C'est ça. On va faire ce scénario-là, nous. Mais ouais, tu vois, je vois bien avec en fin de match ISO pour SJA qui, tu vois, avec. Qui met dedans cette fois. Ouais, il met dedans avec, tu vois, et puis un peu old school parce qu'il a un côté old school quand même avec un petit shoot à 45 degrés avec la planche. J'aimerais bien. Voilà, ça me rappelle. Ouais, À la c'est team exactement ce que j'allais Duncan. dire. Non, mais en fait, il faut que les Pacers, ils enflamment le match. Oui. Il faut qu'il y ait de la folie, en fait. S'ils amènent de la folie, ils arriveront à faire quelque chose. S'ils restent dans un combat un peu de tranchée, comme au Game 1, qui était finalement un petit score par rapport aux habitudes de ces deux équipes-là, ça va être peut-être un peu compliqué. Donc, il faut aller vers ces matchs de folie pour les Pacers. Et je pense ça va être compliqué. Mais en même temps, il va falloir trouver un moyen d'arrêter les gars aussi. Ils ne peuvent pas se permettre d'avoir 5 joueurs adverses à plus de 15 c'est points. ça. Et je pense que les Pacers, ils doivent avoir au moins Siakam ou Haliburton à plus de 25 points s'ils veulent vraiment gagner ce match 3. Ça me paraît compliqué d'en prendre un dans le cas contraire. Il faut des mecs qui step up, en fait. Dans ces matchs-là, il faut que tu aies des mecs qui step up. Et hier soir, en fait, il n'y a personne qui step up du côté des Pacers. Il y en a quelques-uns qui font des matchs corrects, mais personne ne sort le gros match qu'on attend. Enfin, c'est là aussi la diff, c'est quand tu as deux gars qui ne sont pas habitués à performer à ce niveau-là, qui font des matchs comme ils en ont fait hier, Caruso et Wiggins, mais que tu n'en as aucun en face, forcément, ça crée une énorme différence. Donc, il va falloir qu'il y ait une étincelle qui vienne de quelque part. Topin était ce mec-là lors du Game 1. Et tu vois, il te faut un X-Factor. Il n'y a pas eu d'X-Factor hier du côté des Pacers. Donc, si tu n'as pas d'X-Factor, c'est mort. Donc, il va falloir qu'il y ait un mec qui step up. Il y a toujours un match où tu as un joueur que tu n'attendais pas qui te score. C'est ça. Eh bien, en tout cas, Max, c'était un réel plaisir de t'avoir. Merci pour ton analyse et ton expertise. Merci à vous, les gars. Avec plaisir. Tu reviens quand tu veux. Tu sais que la porte est ouverte. Ce sera avec plaisir. Raph, merci pour tout. J'attends tes idées de trade complètement farfelues. Compte sur moi. Oui, mais je sais bien. De toute façon, t'as que ça en ce moment. Hein. Comme nous, on attend. On attend. Du côté des Knicks, on attend aussi. Donc voilà. En tout cas, merci à tous d'avoir été, de nous avoir suivis jusque là. On vous souhaite à tous une bonne journée si vous nous écoutez en journée et une bonne soirée si vous nous écoutez en soirée. À bientôt sur les antennes de The Playoff. Allez, ciao. Ciao à tous. Ciao.